Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Et puis, merci de l'invitation à présenter ce nouveau médicament. Je n'ai pas de l'intérêt pour cette présentation. Alors, je vais baser cette présentation sur cet article qui a été publié dans le New England cette année. Mais auparavant, je vais faire des rappels sur la cardiopathie hypertrophique. Donc, la cardiopathie hypertrophique, c'est une maladie cardiaque qui se caractérise donc par une hypertrophie, une augmentation de l'épaisseur pariétale de plus de 15 mm pour les cas sporadiques. Alors, c'est 13 mm lorsqu'il y a une cardiopathie familiale qui est déjà connue et qui n'est pas liée, cette hypertrophie, à une augmentation des conditions de charge, de l'HTA, de sténose aortique ou une cause secondaire d'amyloïdose, maladie Fabry ou autre. Et puis, c'est une pathologie du sarcomère. Vous avez sur ce schéma, en fait, toutes les protéines qui peuvent être impliquées avec les mutations qui existent et qui sont impliquées dans cette maladie. Et on retrouve en pratique seulement des mutations pathologiques dans 30% des cas, et c'est plus fréquent lorsqu'il y a des familles de cardiopathie hypertrophique. Les conséquences de ça, cette CMH, c'est pas juste une hypertrophie. En fait, il y a de l'hypertrophie qui peut être asymétrique, il y a une désorganisation de l'architecture du muscle avec une fibrose interstitielle, des remaniements microvasculaires, des anomalies structurelles du cœur avec des anomalies de l'appareil valvulaire, des cavitations, de la non-compaction. Enfin, bref, c'est pas juste une HVG. Et puis, les risques qui sont associés à une CMH, c'est un risque rythmique de fibrillation atriale, donc on va traiter par anticoagulation, puis d'autres stratégies. Et puis il y a les troubles du rythme ventriculaire qui sont évidemment graves, avec des scores de risque qu'il faut faire. Il y a le risque côté insuffisance cardiaque, avec le côté obstruction intraventriculaire gauche, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et puis après, altération de fonction systolique, diastolique, ça peut aller jusqu'à la greffe. Et puis évidemment, le problème familial, avec des enquêtes et un suivi familial qu'il faut faire. Je vous mets un exemple. Vous avez le cœur de gauche, là, celui que je vous montre avec c'est un cœur normal. En l'occurrence, c'était le mien. Et puis, à gauche, vous avez le cœur d'une patiente qu'on a connue ici, qui a une HVG, notamment, surtout septale. Je crois qu'elle était à 16 ou 17 mm. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a un mouvement anormal de la valve mitrale, avec cette espèce de mouvement antérieur dans la chambre de chasse du ventricule gauche de l'appareil valvulaire mitral. Et puis, si on regarde en apical, le ventricule gauche est là, l'oreillette gauche. En fait, on voit que dans la filière ventricule gauche et aorte, on a à nouveau ce mouvement antérieur de la valve mitrale qui va diminuer en fait la filière d'éjection du cœur, faire une accélération. Et là, au Valsalva, en faisant une manœuvre de Valsalva, on objective même une obstruction, donc un obstacle à l'éjection du cœur avec un obstacle de 70 mm de mercure, donc très significatif. Alors, est-ce que c'est grave l'obstruction intramyocardique ? Oui, c'est grave, puisqu'en fait, ça a un impact pronostique important sur les patients. Ça, c'est des études déjà anciennes, mais qui montrent l'impact de cette obstruction, particulièrement si elle est symptomatique. L'obstruction, c'est aussi un argument dans le score de risque rythmique, donc c'est quelque chose de considérable dans la prise en charge de ces patients. Et dans la prise en charge classique, en fait, dans les recommandations, on utilise des traitements bêta-bloqueurs, des inhibiteurs calciques bradycardisants, et puis désormais, on a une nouvelle classe thérapeutique. Alors, dans les recommandations de 2023, il y a le mavacamten qui est cité, et donc là, on a un nouveau médicament de cette classe-là, des inhibiteurs de la myosine, qui est une nouvelle classe thérapeutique qui est très, très encourageante, puisqu'en fait, ces médicaments-là vont diminuer les ponts actine et myosine qui existent au niveau moléculaire chez ces patients-là, ce qui augmente la contractilité cardiaque. Et donc ces médicaments vont diminuer ces ponts actine-myosine, vont diminuer la contractilité cardiaque et en fait vont avoir un effet du coup favorable sur la relaxation et puis ce phénomène obstructif. Et donc l'aficamten, c'est un inhibiteur réversible qui va donc diminuer cette contractilité myocardique et qui a un profil pharmacologique qui est plus favorable que le mavacamten. On pourra y revenir éventuellement à la fin. Donc je reviens à mon étude. Publié cette année, donc c'est un essai de phase 3 randomisé contre placebo, double aveugle, international, 14 pays, des patients porteurs d'une CMH, symptomatiques en classe NYHA 2 ou 3 de la classe NYHA, avec une fraction d'éjection à plus de 60%, une obstruction significative au repos de 30 mm ou provoquée au Valsalva supérieure à 50. Et puis, ils étaient testés sur leur fonction, sur la capacité fonctionnelle, donc il fallait que les patients soient capables de faire un test d'effort et qu'ils aient un impact de VO2 à moins de 90% de la théorique.
Donc ils étaient randomisés, l'étude était sur 24 semaines, et il y avait 4 dernières semaines où le traitement était arrêté, période de wash-out du médicament. Et l'endpoint primaire, c'était le pic de VO2 à baseline à 24 semaines, et puis des endpoints secondaires de qualité de vie, classe NYHA, gradient d'obstruction, durée d'éligibilité à des thérapies de réduction. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire chez les patients qui sont obstructifs sévères et qui ne répondent pas au traitement médicamenteux. On peut faire des alcoolisations septales, c'est-à-dire créer des infarctus pour réduire l'obstruction, voire sinon des chirurgies de réduction de l'épaisseur myocardique. Et donc, c'est des thérapies de recours. Et donc, on testait la durée d'éligibilité à ces traitements. Évidemment, la sécurité, puis des critères exploratoires d'écho, du fonctionnel. Alors, on est toujours embêté pour montrer toutes ces données des patients. J'ai sélectionné certaines choses. Au niveau de l'âge, c'est des patients relativement jeunes, 59 ans. Les femmes sont bien représentées dans cette étude, autour de 40%. Pareil, il y a une représentation un peu internationale qui est plutôt équilibrée. C'est des patients qui étaient donc traités selon les recommandations avec les différentes classes médicamenteuses actuelles. Et puis, donc, 60% des patients qui étaient sous bêta-bloqueurs. Et des patients malgré ces médicaments-là, qui présentaient une obstruction importante, avec 80 mm de mercure au Valsalva à peu près en moyenne. Et donc il y avait un protocole d'utilisation de la dose de l'aficamten pour augmenter la posologie et réduire le gradient. Et globalement, les patients avaient des posologies assez importantes, donc de 15 et de 20 mg. Alors au niveau des résultats, le critère primaire montre en fait qu'il y a une forte augmentation du pic de VO2 chez ces patients, c'est cette courbe orange, de 1,8 ml/min. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais avoir une progression de ce niveau de VO2, c'est très significatif pour la capacité fonctionnelle des patients. Évidemment, il y avait 0 dans le groupe placebo, et cette amélioration de la capacité fonctionnelle, elle était objectivée dans tous les sous-groupes de patients, avec quelle que soit la classe NYHA ou le niveau de NT-proBNP par exemple. Au niveau des critères secondaires, en fait, à gauche, là, vous avez les critères de réduction de l'obstruction. Sur la courbe orange, on voit que l'aficamten fait son boulot, diminue bien l'obstruction des patients de façon importante. Alors, vous avez au repos sur la courbe du haut, et puis provoqué par le Valsalva. Et en fait, on a donc une baisse assez rapide du gradient d'obstruction, de moins 50 mm de mercure sous aficamten au Valsalva. Et il y avait une proportion de la moitié des patients qui étaient avec un gradient de moins de 30, contre évidemment que 3,6% dans le groupe placebo. Et puis d'un point de vue fonctionnel, il y a une bonne amélioration aussi, avec 58% des patients qui améliorent leur classe NYHA sous aficamten, et puis une amélioration également du score de qualité de vie sous le traitement. Point de vue sécurité du médicament, pour dire les choses assez rapidement, en fait, il n'y a pas de marqueur de sévérité, de sécurité, qui ferait penser qui est à considérer. En fait, le traitement est assez safe. Il y a juste à noter que dans les événements indésirables, il y a plus de fréquences d'hypertension et de palpitations, mais ça reste assez faible, dans le groupe aficamten contre placebo. Et du côté réduction de la fraction d'éjection, puisque c'est un médicament qui diminue la contractilité myocardique, on s'attend, et puis on l'a observé, donc moins 4,8% de fraction d'éjection dans le groupe aficamten, mais seulement quelques baisses transitoires à moins de 50% seulement chez 5 patients, et puis pas de nécessité d'arrêter le médicament pour ce problème de fraction d'éjection ou de survenue d'insuffisance cardiaque. Donc les points forts de cette étude, c'est que mon objectif, donc, que l'aficamten, c'est un traitement efficace pour réduire l'obstruction avec un bénéfice fonctionnel dans tous les sous-groupes de patients considérés. L'efficacité maximale, elle apparaît dès la 12e semaine avec une bonne tolérance chez les patients. L'amélioration fonctionnelle, elle est rapide et donc sur multiparamétrique. Donc chez une population de patients avec une population féminine bien représentée, des patients qui étaient bien traités par leurs médicaments habituels. La limitation, c'est que dans ce type d'études, il n'y a pas de endpoint dur sur la mortalité, mais parce que c'est des études de court terme, et puis parce que c'est une population de patients avec des CMH qui sont en général plus jeunes et chez qui il arrive moins d'événements. Les effets à long terme de ce traitement-là, en fait, on ne peut pas les déterminer sur la base de cette étude-là. Et puis, il n'y a pas une amélioration chez tous les patients, puisqu'on a vu qu'il y avait à peu près encore 40% des patients qui gardaient une classe NYHA dégradée. Et ça reste un peu inférieur aux thérapies invasives que je disais tout à l'heure, puisque globalement, en réduction septale chirurgicale ou par alcoolisation, on est plutôt à 80% d'amélioration, même s'il n'y a pas eu de comparaison directe de ces différentes thérapeutiques encore.
Et puis, donc, pour aller un peu plus loin, en fait, ces médicaments-là, alors ça a été déjà un peu montré pour la mavacamten, mais c'est également vrai pour l'aficamten. C'est des études secondaires qui montrent des bénéfices échos, avec une amélioration sur les courbes G et H là, des paramètres de fonction diastolique, avec une réduction du volume de l'oreillette gauche. C'est toujours bien d'avoir une oreillette gauche qui est de petite taille. Une amélioration, enfin une diminution également de cette contractilité sur les paramètres de fonction de déformation. On voit également une diminution de l'épaisseur pariétale, donc il y a un vrai remodelage cardiaque. Ça, c'est des études écho, mais ça existe aussi sur des études IRM qui montrent globalement ce genre de choses. Voilà, donc la conclusion, c'est que l'aficamten, c'est une deuxième molécule de la classe des inhibiteurs de la myosine, que c'est un traitement qui ne présente pas de signal de sécurité préoccupant, qui est très efficace pour réduire l'obstruction en cas de CMH obstructif symptomatique. Et encore une fois, je disais, on peut venir sur les questions, mais que le profil pharmacologique est plus favorable que celui du mavacamten. Donc dans l'utilisation, lorsqu'il sera disponible, ça devrait être très bien pour nous. Voilà, je vous remercie. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré un truc. C'est sous mavacamten, mais je reviens à mon exemple, en fait. Mais on m'a dit que c'était pas si caractéristique que ça, qu'on voyait pas très bien. Mais en fait, on voit le mouvement antérieur de la valve mitrale ici avant traitement, et puis en fait, on l'a plus du tout. Et surtout, on a un gradient qui est passé de 70 mm à 10 mm de mercure. C'est une dame qui va beaucoup mieux, donc sous ces traitements d'inhibiteurs de la myosine. Voilà, j'ai terminé.